En revenant d'un séjour paisible chez une vieille amie, je pensais retrouver la lumière du porche allumée et la chaleur familière de la maison derrière la porte. Mais ce que j'ai trouvé, c'était ma vie empaquetée et déposée comme des déchets. Ma lampe gisait de travers sur le paillasson. Ma valise, à moitié ouverte, était appuyée contre les buissons. Et au sommet de tout cela, scotché à un cadre photo de mon fils et moi, un morceau de papier plié. 6 mots. Aucun avertissement. Aucune explication. Juste un effacement silencieux. C'est à cet instant que j'ai compris que ce qui venait de se passer allait bien au-delà de la trahison. Il ne s'agissait pas simplement de m'écarter. Il s'agissait de me remplacer, comme si je n'avais jamais compté. As-tu déjà eu cette impression, debout sur le seuil de ta propre maison, de ne plus y être à ta place? Ce soir-là, l'air était figé, comme suspendu avant une tempête. Je n'étais partie que quelques jours pour rendre visite à une amie dans le Nord. Rien de spécial. Pas de dispute. Pas de tension latente. Du moins, rien que j'avais voulu voir. La maison était paisible quand je l'ai quittée. Brendan m'avait serré dans ses bras avant mon départ. Kayla avait promis d'arroser le jardin. Mais quand je suis descendue du covoiturage dans l'allée, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Le porche était plongé dans l'obscurité. Les fenêtres, sans lumière. Et alors, je l'ai aperçu. Ma valise était posée à côté d'un bac de rangement en plastique. Dessus se trouvait un oreiller que j'avais cousu moi-même il y a des décennies, les bords effilochés par le temps. Ma lampe de chevet. 2 photos encadrées, l'une de mon défunt mari, l'autre de nous 3 quand Brendan était à l'université. Et à côté, pliée en 2 et coincée sous un aimant, une note écrite de la main de Brendan. Diesel Maman. Plus de place pour toi. Pas de ponctuation. Pas de signature. Je suis restée immobile un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé. Il n'y avait rien à dire. J'ai soulevé ma valise, placé délicatement les photos à l'intérieur, glissé la lampe sous mon bras. Je suis partie sans me retourner. Mes pas ne résonnaient pas. Personne n'a ouvert les rideaux. Le silence était plus fort que n'importe quel cri. Au coin de la rue, je me suis arrêtée. Je me suis retournée juste une fois. Le porche était toujours plongé dans l'obscurité. J'ai continué à marcher. Cette première nuit, je l'ai passée sur un banc près du jardin communautaire, à quelques rues de la maison. Ce n'était pas l'endroit le plus confortable pour se reposer, mais je n'étais pas prête à appeler qui que ce soit. J'avais besoin de silence. Pas le silence froid d'une porte verrouillée, mais celui doux, discret, qui vit dans l'air du matin et le bruissement des feuilles d'érable. Le jardin avait toujours été mon refuge. Il y a des années, avant que Kayla n'entre en scène, Brendan m'avait aidé à y construire un bac à compost. Je lui avais appris à tailler les herbes sans abîmer les racines. Je lis grec emmené après l'école, quand il était petit. Aujourd'hui, j'étais assise au même endroit. Plus âgée, plus raide, mais toujours en train d'essayer de comprendre. Le soleil commençait à peine à se lever lorsque je me suis dirigée vers l'arrêt de bus tout proche. Je n'avais pas de destination précise. J'avais juste besoin d'avancer. En milieu de matinée, je marchais devant une rangée de maisons en ville, non loin du parc. L'une d'elles me semblait familière. Brendan et Kayla avaient parlé d'y emménager un jour. C'était un lotissement récent, avec de grandes fenêtres et des rampes métalliques brillantes. Et puis je les ai vus. À travers les rideaux fins de l'unité d'angle, j'ai aperçu Brendan debout près de la table à manger. Kayla était assise en face de lui, feuilletant un dossier. Leurs têtes étaient rapprochées, leurs expressions concentrées. Kayla a ri. Brendan a esquissé un sourire crispé. Elle a levé quelque chose. Cela ressemblait à une brochure immobilière. Une grande photo d'une cuisine y était visible, avec des comptoirs blancs et brillants. Elle a pointé du doigt avec enthousiasme. Brendan a détourné le regard. Il a pris une tasse, l'a portée à ses lèvres, mais n'a pas bu. Son regard a dérivé vers la fenêtre et, pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il m'avait vu. Mais il n'a pas réagi. Peut-être ne regardait-il rien du tout. Kayla a dit quelque chose d'autre et Brendan a hoché lentement la tête. Ses épaules se sont affaissées, comme lorsqu'il était adolescent et ne voulait pas se disputer. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. Tous les petits moments des derniers mois sont revenus, comme des pièces de puzzle tombant en place. Le jour où Kayla a insisté pour gérer les factures. La façon dont Brendan évitait de parler de la maison dès que je l'abordais. Le courrier étrange à son nom, envoyé à mon adresse. Les petites hésitations dans sa voix. J'avais manqué les signes. Ou peut-être avais-je choisi de ne pas les voir. Je suis restée là jusqu'à ce que le rideau bouge légèrement,
comme frôlée par le vent. Mes jambes étaient lourdes en repartant, pas à cause de la fatigue, mais d'un poids croissant que je ne pouvais pas encore nommer. Ce jour-là, il n'y a pas eu de confrontation. Pas de coup contre la vitre, pas de cri à travers la porte. Juste la réalisation silencieuse que quelque chose de délibéré s'était déroulé dans mon dos. Ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête. C'était planifié, calculé, et j'avais été la dernière à le découvrir. J'ai marché plus loin que nécessaire et me suis retrouvée au bord du lac près de la bibliothèque. La surface de l'eau était calme. Je me suis assise sur le muret de pierre et j'ai laissé le silence s'installer en moi. Je n'ai pas pleuré, mais pour la première fois depuis que j'avais lu cette note, j'ai commencé à me demander jusqu'où allait vraiment le dommage, et à quel moment il avait commencé. Le lendemain matin, je me suis dirigée vers la bibliothèque publique, non pas pour les livres, mais pour les prises électriques et le calme. Mon téléphone s'était éteint pendant la nuit, et je n'avais pas emporté de chargeur, pensant que je serais déjà rentrée chez moi. J'ai trouvé un coin près de la fenêtre, branché le téléphone et attendu qu'il reprenne vie. Une seule notification s'est affichée à l'écran. Un appel manqué. Brendan. Pas de message vocal, pas de texto. Juste l'heure, 23h42 la veille. Je l'ai regardé un instant. Il n'avait pas rappelé. J'ai éteint l'écran et glissé le téléphone dans ma poche. Une voix familière a rompu le silence. Quelqu'un a prononcé mon nom, doucement d'abord, puis plus clairement. Je me suis retournée et j'ai vu Martina Wilkes. Nous ne nous étions pas vus depuis presque 6 ans. Elle avait été une collègue à l'époque où je travaillais dans la révision d'assurance juridique. Intelligente, mordante, le genre de femme qui lit les petits caractères à la loupe et ne rate jamais une échéance. Elle portait toujours sa confiance comme une armure. Nous nous sommes brièvement serrés dans les bras. Elle m'a demandé ce qui m'amenait ici. J'ai répondu vaguement, je tuais le temps. Elle a hoché la tête, sentant que je n'étais pas prête à parler. Elle a proposé un café de la machine dans le couloir, et nous nous sommes assises près de la fenêtre latérale. Après quelques bavardages sur les douleurs aux genoux et la politique, elle s'est penchée. Elle m'a dit qu'elle avait croisé Kayla une semaine plus tôt lors d'un événement immobilier local. Kayla souriait à pleines dents, parlant de projets pour la maison, peut-être la mettre en vente bientôt. Un nouveau lotissement allait ouvrir, et elle et Brendan s'y intéressaient. Martina pensait que j'avais déjà déménagé, que j'avais réduit mes affaires. Je n'ai pas répondu tout de suite. Martina a lu mon visage comme un document à examiner. Elle s'est redressée. Quelque chose ne tourne pas rond, a-t-elle dit. J'ai hoché lentement la tête, laissant le silence le confirmer. Martina m'a demandé si j'avais accès au titre de propriété de la maison. J'ai dit, je l'avais. Elle m'a encouragée à revérifier les détails de propriété. Elle avait déjà traité un cas où une belle-fille, avec une procuration, avait discrètement déplacé sa belle-mère dans une résidence médicalisée et revendu la maison en moins de 6 semaines. J'ai senti le sang quitter mon visage. Pas par peur, mais par reconnaissance. J'avais ignoré tant de petits signes. Kayla qui proposait de gérer la facture d'eau. Brendan qui oubliait de me transmettre l'avis d'assurance. Le chéquier disparu au printemps dernier. Ce n'étaient pas des accidents. Martina a proposé son aide. Elle faisait encore du conseil à temps partiel pour des femmes traversant des transitions familiales compliquées. Elle avait vu trop de mères mises à l'écart de leur propre maison par des papiers et des mensonges polis. Elle m'a tendu sa carte, bien que j'ai déjà son numéro dans un vieux carnet chez moi. Nous sommes restés en silence un moment. Elle n'a pas insisté. C'est ça, les vieilles amies, elles laissent de l'espace sans poser de questions. Plus tard dans la journée, je suis allée au bureau de poste et j'ai loué une petite boîte postale. Mon nom, mon adresse, même si ce n'était qu'un tiroir métallique dans un bâtiment fédéral. Un endroit pour rediriger tout ce que Kayla ou Brendan pourraient encore essayer de revendiquer. Ce soir-là, alors que je regardais le soleil s'étirer sur le trottoir devant le refuge où je m'étais enregistrée, j'ai ressenti quelque chose de différent de la tristesse. Une sorte de clarté silencieuse. La tempête n'était pas finie. Mais maintenant, je me tournais enfin pour l'affronter. La clé fonctionnait encore. Je n'avais pas mis les pieds dans mon ancien studio depuis plus de 5 ans. Mais ma main se souvenait encore du geste, de la légère résistance dans la serrure, de la poussée nécessaire pour ouvrir la porte gondolée. L'espace du 2e étage au-dessus de l'ancienne librairie était autrefois l'endroit où je recevais des clients, à l'époque où je faisais du conseil en assurance à temps partiel, après la mort de Richard, quand la maison était trop pleine de souvenirs. J'avais gardé le bail comme un refuge discret. Personne sauf moi et Martina n'y venait. L'air sentait le temps replié sur lui-même,
poussière, huile de citron, la trace légère d'encre d'imprimante et de lavande séchée d'un sachet laissé dans un tiroir. J'ai marché lentement, touchant le bord de la bibliothèque, passant mes doigts le long du vieux bureau que j'utilisais pour trier les papiers d'assurance et les dossiers de pension pour des veuves sans autre aide. Dans l'armoire du fond, sous une pile de chemises en carton et une vieille tasse de Noël, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. L'acte de propriété original, la copie notariée du titre, tout était encore à mon nom. Brendan n'était mentionné nulle part. Même pas comme bénéficiaire. Je me suis assise au bureau et j'ai tout étalé devant moi. Il y avait plus. J'ai retrouvé l'accord de copropriété que Richard et moi avions rédigé lors de l'achat de la maison. Il y était explicitement écrit que si l'un de nous décédait, l'autre conservait tous les droits. Brendan n'avait jamais été ajouté. Jamais évoqué. Nous voulions qu'il construise sa propre vie, pas qu'il hérite de la nôtre. Ensuite sont venues les factures que j'avais conservées par habitude, eau, électricité, ordures. J'ai feuilleté les plus récentes que j'avais emportées de la maison. Tout était désormais adressé à Kayla. Mon nom avait été effacé. Ce n'était pas progressif. C'était rapide, discret, chirurgical. Une copie d'un formulaire de demande de service public avec une signature falsifiée était posée en haut d'une enveloppe. Je voyais bien que ce n'était pas mon écriture. Ils avaient déjà commencé à me remplacer, pas seulement dans la maison, mais sur le papier, comme si je n'avais jamais existé. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement ouvert le petit coffre ignifugé que je gardais sous le bureau, et j'y ai placé l'acte de propriété et l'ancien accord. J'y ai ajouté une copie de ma pièce d'identité et ma dernière déclaration d'impôt mentionnant, encore la propriété à mon nom. Puis, j'ai refermé le coffre. J'ai regardé la pièce une dernière fois. Aucune photo de Brendan ici. Juste une photo de Richard et moi à une soirée caritative. Tous deux en train de rire, vivants. J'ai refermé la porte doucement derrière moi, non pas par peur qu'elle claque, mais parce que quelque chose de sacré venait d'être perturbé. Ils pensaient que j'étais sortie de leur vie. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que je possédais encore, pas seulement sur le plan légal, mais aussi en mémoire, en détermination et en preuve. Le lendemain matin, je me suis tenue silencieusement au passage piéton devant le bureau de Martina, une enveloppe serrée sous mon manteau. Autour de moi, la ville bourdonnait de mouvements, des gens pressés avec leur café à emporter et leurs écouteurs, pensant à des réunions, des courses, et rien de comparable à ce que je portais entre mes mains. Ils ne savaient pas que j'avais été effacée lentement et délibérément. Mais moi, je le savais. Martina m'a accueilli avec ce regard familier, franc et sans détour. Son bureau sentait toujours l'huile de lavande et le papier d'imprimante, exactement comme dans mon souvenir. J'ai posé les documents sur son bureau sans un mot. L'acte de propriété, l'accord de copropriété de plusieurs décennies, les demandes de services falsifiées, les documents fiscaux, toutes les preuves de ce qu'ils avaient essayé de retirer de moi. Martina n'a pas sourcillé. Elle a parcouru chaque page lentement, en revenant 2 fois en arrière, puis s'est adossée à son fauteuil. « Ce n'est pas une erreur, dit-elle. Ils posent les fondations pour te retirer, et je pense qu'ils savent que tu ne te battras pas. » Ces mots ne m'ont pas blessée. Ils se sont juste installés dans un espace vide depuis longtemps. Un espace où j'étais autrefois une femme qui agissait, qui évaluait les risques, qui parlait avec certitude. Elle a pris son téléphone et a appelé une faveur. En quelques minutes, elle avait un nom, Ashby Sterling, une avocate retraitée spécialisée autrefois dans la protection des biens des femmes âgées. Selon Martina, elle ne se contentait pas de lire les contrats. Elle lisait les gens. 2 jours plus tard, je me tenais sur le porche du bureau à domicile d'Ashby. La maison était petite, soignée, tranquille. Une balançoire blanche en bois se balançait dans la brise, et les rideaux de la fenêtre du salon frémissaient comme si quelqu'un venait de passer. Ashby m'a accueilli d'un hochement de tête calme et m'a fait entrer. Elle était plus âgée que moi, peut-être de 5 ans, avec des cheveux argentés courts et une présence qui n'avait pas besoin d'être bruyante pour s'imposer. Je lui ai remis tous les documents. Elle a lu lentement. Ses yeux bougeaient comme des mains de chirurgien. Quand elle eut terminé, elle croisa les doigts et dit posément. « Rien de tout cela ne change le fait que tu es toujours la seule propriétaire légale. Le transfert des services publics, la redirection du courrier, le changement d'adresse numérique, tout cela est circonstanciel. Ce n'est pas un transfert légal. Mais s'il tente de l'utiliser pour vendre ou refinancer, cela devient de la fraude. » J'ai hoché la tête, sentant la chaleur revenir dans mes joues. Je n'avais même pas réalisé à quel point j'avais eu froid. Ashby m'a expliqué les prochaines étapes.
une lettre formelle de cessation et d'abstention, une notification au bureau du greffier du comté pour signaler toute tentative de transaction, une documentation déposée avec une restriction douce qui retarderait tout mouvement non autorisé du titre de propriété. Ce n'était pas dramatique, mais c'était efficace. Nous avons tout imprimé ce jour-là. J'ai signé avec un stylo qui ne tremblait pas. Martina a organisé l'envoi d'un courrier scellé au bureau de Brendan, et un autre au dernier lieu de travail connu de Kayla. Ashby a également suggéré de déposer un mémorandum de protection auprès du conseil de quartier. Cette étape permettrait d'alerter les notaires, agents immobiliers et banques locaux que toute réclamation concernant la maison ne venant pas de moi devait être traitée avec précaution. Cela ne les arrêterait pas totalement, mais cela les ralentirait. Cet après-midi-là, je me suis tenue dans le couloir du bureau d'Ashby, attendant mon transport. J'ai jeté un coup d'œil au miroir accroché près du porte-manteau. J'avais l'air fatigué. Mais derrière mes yeux, quelque chose de nouveau s'était installé. Une fermeté. Une ligne avait été tracée. Ils ne m'avaient pas tout pris. Ils avaient juste pris mon silence pour acquis. Et cette erreur, ils allaient la regretter. À la fin de cette semaine, chaque lettre avait été envoyée. Une par coursier au cabinet d'avocat de Brendan en centre-ville. Une autre au bureau de Kayla, à la clinique de bien-être où elle gérait les finances et la planification. Une copie avait également été déposée au bureau du comté, signalée et scellée. Je n'avais pas adressé un seul mot à l'un ou à l'autre depuis le matin où j'étais partie avec ma valise. Puis, un mercredi après-midi tranquille, mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom de Brendan s'est affiché à l'écran. J'ai laissé sonner. Puis encore. Et encore. Pas de messages vocaux, pas de textos. Juste des appels répétés, espacés comme s'il espérait me prendre au dépourvu. Au 6e appel, un message est enfin arrivé de Kayla. Il était bref et sec, tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. Je suis restée longtemps devant ce message. Je n'ai pas répondu. Mais plus tard dans la nuit, j'ai envoyé une seule ligne. Chaque chose a une raison. Celle-ci aussi. Je savais que le silence serait plus fort que n'importe quelle explication. Le lendemain matin, je suis retournée dans mon ancien quartier juste après le lever du soleil. Je ne suis pas allée jusqu'à la maison. Je me suis contentée de marcher sur le trottoir près du parc, en passant devant le jardin où j'emmenais souvent Brendan quand il était petit. Je pouvais voir l'arrière-cour à distance. Les stores étaient tirés. À midi, Martina m'a appelé. Brendan avait envoyé un email à l'adresse générale de son cabinet, demandant si les documents étaient valides. Ashby a elle-même répondu, de manière professionnelle et concise. Elle a confirmé que l'ordre de cessation était actif. Elle a inclus son numéro de licence et proposé de l'orienter vers les registres fonciers s'il souhaitait une confirmation indépendante. Aucune menace juridique, aucune accusation. Juste un mur de clarté. Ce soir-là, Brendan est venu à mon studio. Il a frappé, puis attendu longtemps. J'ai ouvert la porte juste assez pour voir son visage. Ses yeux étaient fatigués, moins en colère que confus. Il m'a demandé si nous pouvions parler. Je me suis écartée, non pas pour l'accueillir, mais pour lui montrer que je n'avais pas peur. Il s'est tenu près de la fenêtre, regardant les papiers empilés sur ma table. Il a dit qu'il ne savait pas tout. Que Kayla avait pris les devants parce qu'elle pensait que j'avais besoin de repos. Que cela n'était pas censé aller aussi loin. Je ne l'ai pas interrompu. Finalement, j'ai posé une seule question. Pas en tant que mère, mais comme une femme s'adressant à un homme adulte qui aurait dû savoir mieux. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté ? Il a baissé les yeux. Sa réponse est venue lentement. Parce que je ne voulais pas de conflit. Parce que c'était plus facile de reculer. Parce que je ne pensais pas que tu riposterais. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la lâcheté. Il n'avait pas choisi Kayla à ma place. Il avait choisi le silence au lieu de l'inconfort. Et ça, j'ai compris que c'était une autre forme de trahison. Il a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire maintenant. Je lui ai dit que les lettres avaient été envoyées, que les alertes avaient été déposées, que le titre de propriété n'était plus vulnérable, que la maison n'était plus en question. Je ne lui ai pas tout dit, mais je lui ai dit suffisamment. Lorsqu'il est parti, j'ai refermé doucement la porte derrière lui. Pas avec colère, pas avec chagrin. Juste avec une forme de certitude tranquille, celle que l'on porte quand on a déjà perdu l'illusion d'une famille et trouvé quelque chose de plus solide à la place. Soi-même. Les jours suivants se sont écoulés sans un mot de Brendan ni de Kayla. Je n'attendais pas d'excuses, et certainement pas de compréhension. Mais je m'attendais à du mouvement,
une réaction. Et quand elle est venue, elle était calculée. Samedi matin, un coursier est arrivé. Une enveloppe blanche avec mon nom tapé proprement. Aucun expéditeur. À l'intérieur se trouvait une lettre d'un cabinet immobilier, adressée non pas à moi, mais à Brendan et Kayla. Une copie carbone d'un formulaire de demande d'évaluation préalable à la vente y était jointe. Pour la maison. Ma maison. Je n'ai pas paniqué. J'ai simplement appelé Martina. Elle m'a rejointe 1 heure plus tard à mon studio, à scanner la lettre et à jurer à voix basse. Nous savions toutes deux ce que cela signifiait. Ils essayaient de tester le système. De contourner les alertes qu'HB avait mises en place. Peut-être en espérant que quelqu'un, quelque part, ne le remarquerait pas. Une tentative discrète. Une manœuvre dans l'ombre. Martina était prête. Elle a appelé HB et lui a transféré les documents. En quelques heures, HB a déposé une restriction de second niveau au bureau des titres de propriété et a directement alerté l'agent immobilier par notification juridique. Toute nouvelle tentative d'enquête sur la maison exigerait désormais une autorisation directe de ma part, notariée et certifiée. Le mur autour de ma maison était maintenant renforcé. Et pourtant, l'audace m'a stupéfaite. Pas seulement la tentative de m'effacer du titre, mais de faire comme si je n'avais jamais compté. Comme si les années passées à construire cette maison, l'amour versé dans chaque recoin, pouvaient être rayées par une simple signature falsifiée par commodité. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil léger. Dimanche après-midi, Brendan est revenu. Il n'a pas frappé. Il est simplement resté debout devant la porte jusqu'à ce que je l'ouvre. Ses yeux portaient quelque chose de plus tendu cette fois. Pas de la détresse, mais une stratégie. Il a demandé si nous pouvions parler. J'ai hoché la tête, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Il est resté sur le perron. Il a dit que Kayla avait fait une erreur, que les choses étaient allées trop vite, qu'elle avait eu peur que je riposte, que je rende tout cela public. Il utilisait sans cesse des mots comme malentendu, oubli, manque de communication. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai laissé le silence faire plus de travail qu'un argumentaire. Puis je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit ce que je retenais depuis le début. Tu savais. Tu as toujours su. Et tu as laissé faire parce que ça t'arrangeait. Il ne s'est pas défendu. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu en arriver là. Qu'il était fatigué. Que se tenir entre moi et Kayla était devenu impossible. C'est à ce moment-là qu'un changement définitif s'est produit en moi, parce que j'ai enfin vu les choses clairement. Il n'avait pas été manipulé. Il n'était pas piégé. Il avait fait un choix. Pas parce qu'il me détestait, mais parce que rester à mes côtés aurait exigé du courage. Et le confort était plus facile que le courage. Je l'ai remercié d'être venu. Puis j'ai refermé la porte. Pas avec colère. Pas avec amertume. Juste avec la finalité de quelqu'un qui a vu la vérité mise à nu et qui ne peut plus faire semblant. Le brouillard du matin flottait bas alors que je traversais la rue pour me rendre au bureau de Martina, un sac de scone à la main et une paix calme dans la poitrine. Quelque chose me disait que tout n'était pas encore terminé. Et j'avais raison. Martina se tenait près de la fenêtre quand je suis entrée. Elle ne s'est pas retournée pour m'accueillir. Elle a simplement levé un dossier épais de feuilles imprimées et a dit calmement. Je crois qu'on a un problème. Elle a étalé les papiers sur son bureau. Le premier était une impression numérique d'une demande de préapprobation de près d'une banque régionale. Il portait le nom de Brendan. Et le mien. À côté de mon nom, une signature. Etrangement familiar. Mais ce n'était pas la mienne. C'était une copie maladroite de mon nom, glissée dans des cases, un copier-coller que je n'avais jamais vu. Martina avait extrait ces documents grâce à un système de surveillance privée qu'elle utilisait pour certaines clientes. L'activité de Brendan avait déclenché une alerte discrète. Il avait créé un compte en ligne sous un profil de propriété conjointe, soumis des formulaires d'autorisation falsifiés et tenté d'obtenir une ligne de crédit sur la maison. Les documents incluaient une pièce d'identité scannée, mon ancien permis de conduire, et une facture de service public où mon nom apparaissait à peine. Juste assez pour paraître authentique à quelqu'un pressé, mais insuffisant pour résister à un examen sérieux. Le visage de Martina s'est durci. Ce n'est plus de la manipulation. C'est criminel. Je me suis assise. Mon estomac était calme, non pas par choc, mais par une clarté résignée. Ils ne se contentaient pas de me retirer de leur vie. Ils tentaient aussi d'effacer mon existence légale. Nous avons appelé HB. Elle est venue au bureau de Martina cet après-midi-là, une mallette en cuir sous le bras,
les yeux aiguisés derrière ses lunettes. Elle a examiné les documents avec soin, a pris son temps, puis a déclaré posément. Il a créé une fausse piste d'autorisation. C'est de la contrefaçon. De la fraude électronique, s'il a soumis ça en ligne. HB a réagi rapidement. Elle a rédigé une plainte formelle au service des fraudes de la banque, a transmis un avis au bureau du procureur local selon le protocole discret. Puis elle a sorti un autre formulaire, destiné au conseil de quartier et au registre foncier. Il figeait toute transaction ou réclamation faite en mon nom ou à mon adresse, sauf si elle était vérifiée en personne par moi. Un verrouillage silencieux. Brendan ne le découvrirait que lorsqu'il tenterait à nouveau de bouger. Mais quand il le ferait, il se heurterait à un mur solide, fait de papier et de précision. Martina s'est assise à côté de moi pendant qu'Ashby travaillait. Sa voix était douce quand elle a dit. Certains fils tiennent de leur mère. D'autres apprennent d'autres modèles. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé par la fenêtre, observant 2 moineaux se battre pour des miettes sur le trottoir. J'ai pensé à Brendan, petit garçon, courant sur ce même trottoir, les genoux tachés d'herbe, les coudes écorchés. Et puis j'ai pensé à l'homme qui essayait maintenant d'inscrire mon nom sur quelque chose qu'il n'avait pas mérité. À la fin de la journée, tout était déposé. Ashby s'est assuré que les copies étaient enregistrées dans plusieurs systèmes, signalées avec des alertes, et sauvegardées par des déclarations notariées. Je suis reparti avec un dossier sous le bras et quelque chose de plus fort que la colère dans les poumons. C'était la clarté. Il m'avait effacé sur le papier. Mais maintenant, je m'étais réécrite. L'invitation est arrivée sous la forme d'un texto de Brendan. Court, poli, presque trop poli. Nous organisons une discussion familiale samedi. Nous espérons que tu pourras venir. Il est temps d'éclaircir les choses. Je suis resté longtemps à fixer le message. L'expression « discussion familiale » s'affichait sur l'écran comme si elle signifiait encore quelque chose. Comme si j'en faisais encore partie. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai transférée à Ashby. Elle a répondu dans les minutes suivantes. Laisse-moi venir avec toi, au cas où. Le samedi après-midi est arrivé avec un ciel gris et un vent de ceux qui vous font serrer votre manteau sans réfléchir. Ashby est venue me chercher dans sa berline bleu marine, aussi sobre que sa présence. Elle avait sa mallette, sa sérénité, et une copie notariée de la lettre de cessation. La maison était exactement comme dans mon souvenir. Volets blancs, porte rouge, jardinière remplie de pétunias luttant contre le froid. Mais tout semblait différent, comme si je marchais dans une réplique de ma vie, construite par les mains de quelqu'un d'autre. À l'intérieur, le salon était mis en scène. Literalment. Coussins gonflés, bougies allumées, plateau de fromage sur la table. Kayla se tenait près de la cheminée dans un pull ajusté, son sourire trop large. Brendan nous a accueillis avec une poignée de main, les yeux passant nerveusement de moi à Ashby. Il avait l'air tendu, pas en colère, pas confus, juste préparé. Nous nous sommes assises. Personne n'a touché à la nourriture. Kayla a pris la parole, sa voix douce, comme si elle faisait une présentation professionnelle. Nous savons qu'il y a eu des tensions ces derniers temps, et nous voulions vous inviter ici pour une discussion ouverte et respectueuse. C'est toujours chez vous aussi, dit-elle en désignant la pièce. Ashby a ouvert sa mallette et a posé la lettre sur la table. Elle n'a pas haussé la voix. Elle n'en avait pas besoin. En réalité, cette maison appartient uniquement à ma cliente, Marjorie Lindell. Elle demeure la seule propriétaire légale, selon tous les documents officiels. Toute autre déclaration contraire a été formellement contestée et enregistrée. Ce n'est pas une discussion. C'est une confirmation. Un silence glacial a suivi. Brendan a parlé. Kayla a cligné des yeux, une fois, puis 2. Ce clignement que les gens font quand leur plan s'effondre en plein vol. Ashby a poursuivi calmement. Nous sommes également au courant des documents falsifiés soumis à plusieurs institutions. Ces dépôts ont été signalés et sont en cours de traitement. Pour le moment, ma cliente se réserve le droit de porter plainte. La voix de Kayla est descendue d'un ton. Ce n'est pas comme ça que nous voulions faire les choses. Je l'ai regardée pour la première fois ce jour-là. Vraiment regardée. Et j'ai vu alors les fissures, la perte de contrôle, la prise de conscience que l'histoire qu'elle avait essayé de raconter venait de s'effondrer. Brendan a voulu parler, puis s'est ravisé. Il fixait le document, les mains crispées. Je me suis levée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de discours. J'ai simplement dit. Vous avez essayé de m'effacer de ma propre vie.
Vous pensiez que je ne le remarquerais pas. Puis je me suis tournée vers la porte. Ashby m'a suivi. Au seuil, elle s'est arrêtée et a ajouté une dernière phrase. Si vous tentez à nouveau d'interférer, des poursuites judiciaires seront engagées immédiatement. Dehors, le vent était plus froid, mais il semblait pur, nettoyant. Nous n'avons pas parlé sur le trajet retour. Je n'en avais pas besoin, car dans ce silence, quelque chose avait changé. Ils avaient voulu m'enterrer sous des papiers. Mais je leur avais montré que j'étais toujours debout. Le lendemain matin, j'ai préparé un petit sac de nuit et suis entrée dans l'ancienne maison une dernière fois. J'avais les clés. Je détenais toujours le titre. Mais la possession et l'appartenance ne sont pas la même chose, n'est-ce pas? Kayla était dans la cuisine, lavant la vaisselle avec une vigueur excessive. Brendan était assis à la table, les mains croisées comme un enfant attendant une punition. Il ne parlait pas. Je suis restée debout sur le seuil un moment, laissant le silence tracer sa propre limite. Puis je l'ai dit. Je vends la maison. Kayla s'est figée. Brendan a levé les yeux, la bouche entr'ouverte mais sans mots. J'ai continué. Pas par vengeance. Pas pour punir qui que ce soit. Juste parce que c'est à moi, et que je ne veux plus partager mon nom avec des murs qui m'ont oublié. J'ai posé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait l'accord de mise en vente, déjà signé. Ashby avait tout organisé discrètement, avec la précision d'une femme qui a tout vu. La voix de Brendan s'est brisée. Mais, où vas-tu vivre? Je l'ai regardé, sans dureté, mais sans tendresse. Ce n'est plus ton affaire. Il a cligné des yeux et baissé la tête. Kayla n'a pas croisé mon regard. J'ai vu le tremblement dans ses épaules, mais je n'ai offert aucun réconfort. Le réconfort avait été dépensé. Il ne restait que la clarté. Avant de partir, je me suis arrêtée. Il restait une chose à dire. La seule qui comptait. Le produit de la vente n'ira pas dans vos poches. J'ai vu Kayla se raidir. Brendan a expiré lentement. J'ai poursuivi. J'ai transféré la totalité du montant dans une fondation. Un fonds pour les femmes de plus de 60 ans manipulées, abandonnées ou réduites au silence par leur propre famille. Il les aidera à trouver un soutien juridique, un logement et de la dignité. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas tremblé. Martina sera la directrice exécutive. Ashby a accepté de superviser la conformité. Cette maison a construit une famille. Mais les familles se brisent quand l'amour devient conditionnel. Alors je la laisse partir. Pas de menaces. Pas de dispute. Juste un fait simple. Vous avez fait de la place en me poussant dehors. Maintenant, je ferai de la place pour quelqu'un d'autre qui en a besoin. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai franchi la porte, l'ai refermée doucement derrière moi, et j'ai descendu l'allée comme si elle ne m'avait jamais appartenu. Le soleil s'était levé pendant que j'étais à l'intérieur. Je ne l'avais pas remarqué jusque-là. Le trottoir scintillait de givre matinal et ma respiration formait une brume dans l'air, mais je me sentais chaude. Chaleureuse d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas retournée. J'ai simplement sorti mon téléphone et affiché l'adresse de mon nouvel appartement. Petit. Tranquil. À moi. Puis j'ai appuyé sur « Envoyer » pour le communiqué de presse rédigé par Ashby. La fondation serait rendue publique cette semaine. Une annonce discrète dans une lettre d'information locale. Rien de tapac sans grave-l'œil. Mais je savais que quelqu'un la lirait. Et j'espérais qu'il ou elle ressentirait non pas de la colère, mais une perte. Non parce que j'avais pris quelque chose, mais parce qu'ils comprendraient enfin ce qu'ils avaient jeté. L'appartement était petit, mais baigné de lumière matinale. La fenêtre de ma chambre faisait face à l'est, et chaque lever de soleil se déversait sur l'appui de fenêtre comme une promesse discrète. Je gardais les choses simples. Un petit fauteuil de lecture près de la fenêtre. Une photo encadrée de moi seule à l'océan, prise il y a des années. Une plante de lavande dans un pot en terre cuite. Je l'ai appelée Miséricorde. Pas de télévision. Juste une radio que j'allumais le soir pour écouter les stations locales, surtout du jazz et les bulletins météo. Le silence m'était d'abord inhabituel. Pas vide, juste nouveau. Chaque matin, je préparais du thé, attachais mes chaussures de marche et sortais. Le sentier derrière l'immeuble longeait une étroite allée bordée de petits pins. Je prenais le même chemin chaque jour, saluant la femme qui courait en sens inverse avec son golden retriever. Nous n'échangions pas de mots, mais après quelques semaines, elle a souri la première.
Certains jours, Martina passait me voir, apportant des pâtisseries et des nouvelles des premiers retours sur la fondation. Les dons étaient modestes mais réguliers. Une lettre était arrivée d'une femme de l'Utah qui avait entendu parler du fonds dans une lettre d'église. Son histoire était tristement familière. Elle avait écrit « Merci d'exister. Je l'ai lu 2 fois. » L'ancienne maison avait été officiellement vendue. Kayla et Brendan avaient déménagé avant le transfert, comme exigé par les documents déposés par HB. Ils n'ont plus jamais repris contact. Pas d'appel. Pas de message. Le silence ne faisait plus mal comme je l'aurais cru. Il ne ressemblait plus à de l'abandon. Il ressemblait à de l'espace. Le soir, j'ai commencé à écrire. Rien d'officiel. Juste des pages de souvenirs et de pensées, cousues ensemble dans un carnet à couverture brune toute douce. Parfois, j'écrivais sur mon enfance. D'autres fois, j'écrivais sur le silence, comment il peut être une arme ou un refuge, selon qui le manie. Un après-midi, un appel est venu d'un groupe de femmes en ville. Quelqu'un leur avait parlé de moi. Elles organisaient un séminaire sur l'autonomie des personnes âgées et cherchaient une intervenante avec une expérience vécue. J'ai dit oui sans hésiter. Ce soir-là, je me suis tenue à la fenêtre, regardant le parking. La lumière des lampadaires dessinait de longues ombres sur l'asphalte. Je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas effacée. Je me sentais simplement présente. Il y avait de la paix dans cela. J'ai éteint la lumière, me suis glissée dans mon lit et laissé le silence m'envelopper. Non pour me couper du monde, mais pour enfin m'entendre respirer. Un après-midi, en réorganisant le petit placard de rangement sous mon bureau, je l'ai retrouvé, la photo de la remise de diplôme de Brendan. Tout le monde y était. Brendan, Kayla, même ma belle-sœur du Nebraska. Le cadre avait toujours été trop grand pour la photo, alors j'y gardais une marguerite pressée dans un coin, derrière la vitre. Mais ce qui a attiré mon attention cette fois, c'est le bord de l'image. Quelque chose que je n'avais jamais remarqué, ou que j'avais refusé de voir. Quelqu'un avait découpé la photo. Mon visage avait été retiré. Propre, net. Pas déchiré. Pas froissé. Juste chirurgicalement enlevé. Comme si je n'avais jamais été là, à leur côté. Je les regardais longuement. Pas par choc. Pas même par tristesse. Juste par reconnaissance. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai simplement retiré du cadre, placé dans une pochette en tissu et rangé dans une boîte en bois au fond de mon placard. À l'intérieur de cette boîte, il y avait de vieilles clés, un ruban du concours d'orthographe de Brendan en CM2, et une carte d'anniversaire signée uniquement par l'enfant de Brendan. Aucune mention de « mamie ». Juste un dessin au crayon d'un ballon. J'ai refermé la boîte doucement. Pas de colère. Pas de chagrin. Juste du calme. Les gens pensent que la guérison est bruyante. Qu'elle arrive comme un coup de tonnerre. Mais parfois, elle se déplace comme un souffle. À peine là. Daus. Lente. Mais quand elle arrive, elle change tout. Je n'ai jamais effacé Brendan ni Kayla de ma mémoire. J'ai simplement choisi de ne plus construire ma vie autour de personnes qui m'avaient effacé de la leur. Il y a une force dans le fait de lâcher prise. Pas pour se venger. Pas par orgueil. Mais pour retrouver la clarté. Pour retrouver la paix. Ce printemps-là, j'ai replanté de la lavande sur le rebord de ma fenêtre. Elle a fleuri de façon irrégulière. Penchée vers le soleil. Mais elle a poussé. Et c'était suffisant. Je ne me suis pas retournée. Pas une seule fois. Si cette histoire a trouvé une place tranquille en vous, je vous remercie de l'avoir écoutée. Tant de femmes traversent des années de silence avant de finalement se choisir elles-mêmes. Vous êtes-vous déjà senti effacé, pas par les mots, mais par l'absence? Je vous invite à partager. Ou simplement à réfléchir. Votre histoire, comme la mienne, a du poids. Et parfois, en la racontant ou en l'écoutant, nous recommençons à fleurir, doucement, fermement, à notre propre rythme.